Parfait, nous sommes live, messieurs. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de démarrer, je vérifie le petit check interne pour qu'on me dise qu'on nous entend tous bien comme il faut. Bertrand, si tu es dans le coin, tu peux me confirmer. Et après, je déroule. Parfait. Bon, comme d'habitude, on va attendre un petit peu que les participants se remplissent. Nous, on est en train de parler météo et travaux en attendant, histoire de sortir du sujet pour revenir dessus. Je vois pas si j'ai une confirmation. C'est en train de grossir au niveau des personnes. On vous entend bien. Parfait, impeccable. Donc, on va pouvoir commencer. Le temps de lancer tout ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pas un d'habitude, mais deux experts en fait avec moi pour parler en fait de stratégie lead gen et la croissance qu'ils ont été chercher tous les deux, ou en tout cas les deux sociétés communes ensemble. Ce que je vous propose, je vous laisse vous présenter un petit peu à l'audience, chacun. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, Jérémy. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, enchanté. Donc je m'appelle Jérémy Delbos. Je travaille pour la société Eurecia depuis un petit peu plus d'1 an. Donc moi, chez Eurecia, je suis en charge de toute l'acquisition payante. Donc bien évidemment le SIA, mais aussi des autres leviers tels que les social ads, le display, le tout dans un but bien évidemment de performance, mais aussi de notoriété. Donc tous les leviers paid qui peuvent être utilisés. Et donc effectivement, on travaille en étroite collaboration avec JVWeb, notamment principalement surtout pour le SIA. Voilà. Auparavant, j'ai une expérience plutôt axée sur le e-commerce. J'ai travaillé auprès de différents pure players sur Toulouse et j'ai également une expérience en agence, donc là aussi sur la partie SIA paid. Voilà, donc c'est de là que vient principalement mon expertise sur ce domaine. Okay. Parfait, merci. Merci, du coup, moi c'est Lucas, donc je travaille chez JVWeb depuis plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui chez JVWeb et celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la gestion des campagnes, donc spécifiquement sur Google Ads. Donc je travaille avec Eurecia, mais aussi d'autres acteurs, soit dans l'immobilier, soit dans la formation. Et ensuite, mon autre casquette chez JVWeb qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie innovation. Donc, essayer de toujours identifier des sujets qui sont plutôt tendances, mais qui ont fait aussi leur preuve en termes de performance, et aussi de les intégrer au sein de la société, dans nos pratiques, et ensuite de ce qu'on appelle de la standardiser pour que toute l'équipe puisse la mettre à profit, la tester avec leurs clients. Donc voilà. Avec Eurecia, donc j'ai commencé on en reparlera, il y a plus de 2 ans, ouais, à travailler avec vous. Et du coup, là aujourd'hui, ça va être le bon moment pour faire un petit récap de comment on a réussi à bien booster les perfs ensemble. Super, merci à vous deux. Et moi, c'est Sylvain. Pour ceux qui assistent déjà au webinaire, je suis à chaque fois là, le team leader du pôle sales de JVWeb. On commence rapidement on fait les petites présentations, alors un peu plus poussées sur Eurecia, comme ça les gens comprennent un petit peu ce que vous faites, Jérémy. Donc, je te laisse un petit peu dérouler, on présentera JVWeb et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Avec grand plaisir. Et ça ne veut pas. C'est bon. Ok, alors du coup, Eurecia, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de logiciels SIRH qu'on appelle, donc un logiciel pour les ressources humaines. Donc nous, notre slogan, c'est bien plus qu'un SIRH, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. En gros, on est une solution qui est très axée sur la performance et le bien-être des collaborateurs. Donc Eurecia, effectivement, ça existe depuis 17 ans. On est basé à Castanet, donc au sud de Toulouse. C'est une société qui est en pleine croissance. Je ne sais pas, Sylvain, si tu peux afficher les chiffres qui sont normalement sur la slide. Voilà. Donc, j'ai cliqué, ouais, c'est bon. Voilà. Donc actuellement, on est un petit peu plus de 170 salariés.
À titre d'info, la société comptait une quarantaine de collaborateurs il y a encore 3 ans. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de la croissance sur laquelle on est actuellement. On a plus de 3000 clients chez Eurecia. On a clôturé l'année sur un chiffre d'affaires de plus de 16 millions d'euros. Donc ce qui est là aussi une très forte progression. On a plus de 250 000 clients utilisateurs répartis dans 66 pays. Et ce qui est aussi important versus l'ensemble de nos concurrents sur le marché, c'est qu'on est vraiment basé sur un financement autonome dans le sens où le fondateur de Eurecia il y a 17 ans, donc qui est monsieur Pascal Grémiot, est toujours et l'unique actuellement PDG, donc responsable de cette société. Voilà, on n'a pas fait appel à des fonds d'investissement ou autres pour entrer au capital et ce ne sera pas le cas. Donc ça a aussi son importance en termes de management, mais aussi en termes de croissance et dans le discours auprès de nos clients. Voilà. Et on a été élu service client de l'année pour la 3e année consécutive. Voilà. Donc notre vision, concrètement chez Eurecia, nous on croit très sincèrement à l'épanouissement de vos collaborateurs et on considère à juste titre que c'est le facteur clé de la performance de votre entreprise. Voilà. Du coup, notre outil est basé sur des modules qui vont faire en sorte de mesurer, entre autres, bien évidemment, cette performance. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner du coup avec une solution extrêmement complète, mais à la fois simple et efficace pour améliorer cette expertise-là et cette expérience-là dans votre entreprise. Voilà. Je crois qu'ensuite on a une petite review voilà, de l'ensemble des modules que notre outil est capable de vous proposer. Donc ils sont répartis sur 3 thématiques. Je vais les passer très rapidement, mais on a un item engagement épanouissement, on a un item sur la gestion des talents et un item sur l'administration du personnel. Et vous voyez que voilà, l'idée c'est vraiment de couvrir un maximum d'items et de modules qui sont importants en entreprise. Donc ça va du portail RH en passant par la paye, mais aussi par le bien-être des collaborateurs, la formation, le recrutement. Voilà. Donc c'est une solution qui est très complète, qui continue de se compléter, j'ai envie de dire, avec l'arrivée de nouveaux modules chaque année, dans le but de vous proposer un outil toujours plus complet et qui répond toujours plus aux besoins et aux attentes des collaborateurs. Super, merci pour la présentation. On a l'équivalent côté du coup côté JV Web. Nous, on travaille ensemble avec Eurecia. On est spécialiste dans tout ce qui est stratégie d'acquisition sur les leviers majeurs que sont la partie search. Pour pas dire que Google, il y a Bing aussi, faut pas l'oublier, dont on va parler en fait aujourd'hui, avec beaucoup en fait d'acteurs dans la lead gen, tout secteur. Vu qu'on a donné quelques-uns, immobilier, la formation, du SaaS, etc. En mode agence, où on peut travailler en mode aussi vraiment apporteur d'affaires à la performance sur des formats marque blanche, par exemple. On va assez structuré sur cette partie. On fait du référencement naturel. On est également actif sur l'ensemble des réseaux sociaux et on fait aussi la brique programmatique avec les différents leviers du DOH, display vidéo, etc. Et on s'appuie après sur différents services qui vont nous permettre en fait d'être plus performants et répondre aussi aux problématiques qu'on peut avoir notamment en ce moment sur tout ce qui va toucher à la data, à l'analytics, au tracking, ou aussi la partie hyper importante avec l'automation aussi, ce qui est créa, développement de landing page, voilà les choses sur lesquelles on a va dire plus la main ou plus envie d'avoir la main qu'avant par rapport à l'automatisation. Et un pôle R&D aussi qui trouve des solutions techniques via des scripts, des algos pour aider en fait soit nos collabs à être plus productifs, soit à être plus performants dans la gestion de leur campagne publicitaire. Voilà, mais les slides c'était un petit peu inversé, mais c'est pas grave. On fêtera en 2023, voilà, on a plus de 18 ans d'expérience. Vous avez des exemples de clients. Nous, on est basé en fait à Montpellier. Donc là, on est quand même team sud représenté, c'est-à-dire sud-ouest, Montpellier entre les deux. Plusieurs bureaux. Moi, je suis basé en fait à Genève. On a aussi des bureaux à Paris, pas loin de Londres également.
Et en tout, voilà, on est 90 experts en fait sur ces sujets-là. On va rentrer dans le vif du sujet et déjà commencer par redonner un petit peu de contexte sur le démarrage en fait de notre collaboration. Pour expliquer le cheminement qui nous amène aujourd'hui à ces niveaux de croissance et les chiffres que tu as présentés, Jérémy. Je te laisse enchaîner. Ouais, effectivement, donc moi, comme je vous le disais, je suis arrivé chez Eurecia il y a 1 an et Eurecia avait fait le choix donc, de sélectionner, de travailler avec JVWeb. Pourquoi ce changement assez rapide et soudain d'agence avant de choisir JVWeb? Tout simplement parce que auparavant, Eurecia travaillait avec une agence qui avait une belle notoriété nationale, avec laquelle la collaboration se passait extrêmement mal. Il y avait tout simplement pas de collaboration, pas de relation. Comme on le voit, le chargé de compte était effectivement très junior, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement en interne. Plusieurs points de recadrage avaient été effectués, mais n'avaient pas été pris en compte. Donc vraiment un gros problème de considération client. Et du coup, qui mettait à mal les performances, bien évidemment, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ça va de soi. Donc Eurecia avait établi déjà ses objectifs de croissance sur les années à venir et n'avait pas jugé pertinent de continuer avec cette agence-là et a donc lancé un appel d'offres auquel JVWeb a brillamment répondu puisqu'il a remporté cet appel d'offres, notamment Lucas qui a beaucoup travaillé et Sylvain aussi sur le sujet. Et donc cette collab a pu débuter avec JVWeb en octobre 2021. Et l'idée, c'était encore une fois que Eurecia puisse s'appuyer sur une agence fiable, structurée, expertisée bien évidemment, avec du suivi, de la proactivité. En gros, j'ai envie de dire tout ce qu'un annonceur attend d'une agence, comme JVWeb. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'appuyer sur, encore une fois, une structure fiable et expertisée pour accompagner la croissance d'Eurecia. Voilà. Super, merci. Lucas, si tu veux rajouter. Oui, n'hésite pas, Lucas, si tu veux préciser. Non, c'est assez bien résumé, ouais, sur comment ça s'était passé dans le passé et comment, à la fin, on a commencé à collaborer ensemble. Super. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est un petit peu le sommaire, le déroulé du webinaire qu'on va vous proposer. C'est cette réussite, en fait, cette croissance, ce x3 sur les leads. Il est basé principalement sur 4 piliers qu'on va vous présenter. Une collab forte et étroite, puisque c'est forcément la base. La mise en place de fondamentaux. Encore une fois, on est sur le socle, la base, en fait, qui permet après de monter les piliers, d'avoir une approche qui va être proactive, d'AB tester, de développer en fait les campagnes, mais aussi toujours en fait avoir un coup d'avance et de participer et d'anticiper aux projets futurs qui arrivent côté client ou alors côté plateforme aussi avec les nouveautés. Et c'est vraiment ces 4 éléments qui ont permis, si on doit les résumer en fait, d'être à ce niveau de performance et de croissance aujourd'hui. Et chez JVWeb, la vision qu'on donne souvent quand on démarre une relation, ce qu'on cherche à faire, nous, je pense que ce qui est le cas aujourd'hui, c'est bâtir une vraie relation de partenaire et que l'annonceur nous voit en fait comme une extension de son équipe. Ça, c'est vraiment un petit peu ce qu'on cherche tous les jours et c'est un peu le Graal quand on entend ça de la bouche de nos clients en disant là, on a vraiment coché en fait toutes les cases. Avant de commencer, deux éléments techniques. Je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui nous a rejoints, c'est pour ça que j'attendais pour le faire. Vous avez un onglet questions directement sur le webinaire. N'hésitez pas à laisser toutes les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure. Je ferai des pauses en fait avec Jérémy et Lucas au fur et à mesure de la présentation pour en fait qu'ils puissent répondre directement à vos questions et qu'on ait quelque chose qui soit vraiment le plus interactif possible. Et ce qu'on vous propose aussi, puisque l'idée c'est de vous donner en fait des clés, on espère vous apprendre des nouvelles choses ou des choses actionnables que vous allez faire dès demain ou aujourd'hui si vous êtes vraiment chaud. C'est de prendre une feuille en fait et d'aller lister tous les sujets dont on va vous parler en fait aujourd'hui. Je crois que de mémoire on est sur 12 thématiques, 12 sujets
qui explique en fait cette croissance côté JWeb, côté Eurecia, et de vous dire en fait, est-ce qu'aujourd'hui ce sujet-là, vous le traitez bien, vous pensez qu'il y a de l'optimisation ou c'est quelque chose que vous faites pas du tout? C'est un bon moyen d'aller comparer à où vous en êtes aujourd'hui et la croissance éventuelle que vous pourrez avoir, comme c'est le cas sur Aurecia, ce qu'on a pu mettre en place. Et on reviendra enfin pour voir un petit peu ce que ça a donné. Et là, on peut attaquer premier pilier, collaboration forte et étroite, et je laisse la main à Lucas. Alors, tout à fait. Comme Sylvain l'a bien dit, en fait, le but de la collab entre Eurecia et JVWeb, c'est vraiment que l'agence soit une extension de l'équipe de Eurecia et qu'il y ait vraiment cet échange d'idées et vraiment ce partage pour vraiment construire les bases de la stratégie et ensuite empiler les briques pour que derrière ça fonctionne bien. Donc, on a essayé de synthétiser justement ces valeurs-là pour une bonne collaboration. Et on a fait 3 piliers, donc la transparence, la confiance et la proactivité. Donc sur la partie transparence, on s'est posé les questions de quels sont les bons éléments à partager qui soient vraiment genre collaboratifs pour qu'on puisse chacun poser ses idées, puisse en parler, qu'on voit les choses, qu'elles soient clairement visibles pour qu'on puisse justement creuser ensemble et toujours en extraire le meilleur. Donc sur la partie transparence, on fera un petit focus sur quelques pièces dans les slides suivantes, donc sur des documents de travail, comment bien collaborer, le reporting en temps réel qui est vraiment la pierre angulaire de la collaboration, les actions planifiées pour le suivi des tâches et le respect des deadlines. Donc ça c'est vraiment ça, il n'y aura pas de pièces présentées sur ça, mais c'est comment on arrive à visualiser avec Eurecia les tâches qui sont prévues et comment on arrive à savoir qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est fini. Et ensuite, le fréquence des échanges. Donc, fréquence des échanges adaptés, c'est vraiment adapté est très, très important. Ne pas se forcer à faire des échanges parce qu'il faut en faire, mais plus se dire c'est quoi le bon rythme d'échange et quels sont vraiment les sujets qu'on doit aborder à chaque contact entre Eurecia et JVWeb. Donc, pour être très transparent avec Eurecia, c'est à minima, c'est un call, un point toutes les 2 semaines, à minima, toujours suivi d'un point mensuel avec la direction, donc avec la directrice marketing. Et il y a toujours un point trimestriel pour vraiment faire le point, de vraiment prendre de la hauteur sur les sujets, sur la stratégie et faire les sujets plus structurants pour amener Eurecia plus loin. Donc voilà sur la partie transparence. Ensuite, un des piliers fondamentaux, c'est la confiance. Et comment on se fait confiance? C'est entre Eurecia et JVWeb, c'est que le pilier de cette confiance, c'est qu'on a défini ensemble, donc Jérémy va expliquer comment leurs objectifs sont définis, mais en fait, c'est l'objectif qui soit très très clair, très bien défini, qui soit SMART, donc vraiment clairement, c'est l'objectif SMART qui va driver les actions sur la période, que ça soit mensuel ou trimestriel. En fait, c'est cet objectif-là qui va nous driver et qui va permettre ensuite d'amener de la proactivité. Donc, juste avant, Jérémy va peut-être parler sur l'objectif SMART, comment il est défini chez vous. Ouais, effectivement, tu l'as très bien résumé. Cet objectif-là, il est déterminant. Alors chez nous, il est défini en prenant en compte bien évidemment plusieurs facteurs. Le facteur transformation commerciale, bien évidemment, duquel en découle une volumétrie de demande commerciale à générer, une volumétrie, on le verra tout à l'heure, de lead aussi pour alimenter notre stratégie nurturing, des taux de transformation, des taux de conversion, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une très grosse modélisation qui est élaborée chez nous, qui est bien évidemment élaborée en concertation avec beaucoup de services en interne, mais cette modélisation, elle est aussi partagée donc à mon niveau auprès de l'agence et donc auprès de Lucas, pour être certain qu'on soit raccord et qu'on soit sur des objectifs atteignables. Il n'y a rien de pire que de mettre en place des objectifs qui ne sont pas atteignables. Ça dessert tout le monde, ça dessert bien évidemment l'annonceur, mais aussi l'agence, et concrètement, ça n'apporte rien de positif. Donc l'idée, c'est qu'on soit vraiment raccord avec l'agence sur ces objectifs-là. Est-ce qu'ils sont, encore une fois, atteignables? Si oui, dans quelle mesure?
qu'est-ce que nous conseille l'agence de mettre en place pour atteindre ces objectifs-là? Est-ce qu'ils considèrent que les budgets adéquats sont bons? Voilà, donc on a vraiment un échange qui est très constructif, qui est très poussé sur cette définition des objectifs. Et encore une fois, c'est très déterminant. Sur le fait que ça soit déterminant, pour nous, agence, ça va nous permettre de justement lever des warnings, savoir si on est sur une situation OK ou not OK, et de directement, quand on voit les tendances qui ne sont pas les bonnes, de directement remettre en place, faire des correctifs rapides et forts pour justement reprendre la bonne tendance. Donc, et en fait, cet objectif SMART qui amène de la confiance parce qu'on sait ensemble vers là où on veut aller, du coup, après, ça apporte de la proactivité, c'est-à-dire qu'on va se baser sur cet objectif-là. Ce n'est pas un objectif où on va se limiter, hein, on cherche à le dépasser, bien sûr, mais ça nous apporte à quels sont les bonnes recos opérationnels pour justement aller tirer ces performances-là vers le haut, quels sont les ajustements adéquats, les nouvelles et les bonnes pratiques, donc nouvelles bonnes pratiques ou les nouvelles pratiques qu'on doit mettre en place justement par rapport à une hausse de la concurrence, un nouvel acteur, peut-être une baisse du taux de conversion, une baisse de l'activité par rapport à la saisonnalité, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour aller chercher cette performance-là? Et ensuite, tester toujours des nouveautés, des formats innovants. Donc, il faut que l'agence puisse apporter justement ces solutions, être proactive et pas attendre que ça soit Eurecia, ici dans ce cas, qui disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'attractivité de nos annonces, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher un peu plus de volumétrie sur cette thématique-là, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est pas du tout le rôle, c'est que clairement cet objectif doit tirer toutes les actions, mais il doit être vraiment communiqué, très clair et aussi challenge, mais surtout réalisable. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire et pour terminer là-dessus, ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que nous, en tant qu'annonceurs, on se doit aussi, bien évidemment, de rechallenger cet objectif-là en fonction des retours de l'agence. Voilà, si l'agence nous donne un no-go ou nous met en garde par rapport à des tendances, par rapport à des infomarchés qu'ils ont eux de leur côté, nous, en tant qu'annonceurs, notre rôle, c'est aussi, bien évidemment, de prendre en compte de la façon la plus importante possible ces retours-là et de savoir aussi les intégrer et ajuster nos objectifs en conséquence. Ça, c'est important. Je pense qu'on n'a rien oublié sur cette partie-là. Une synthèse assez. Alors, on aime bien cette phrase chez JVWeb. C'est vraiment une qui drive toutes nos actions et toute notre GRC avec nos clients, dont fait partie Eurecia. C'est vraiment, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, on est quand même dans une relation à distance. Eurecia sont basés à côté de Toulouse. Nous, on est à Montpellier. On se parle assez régulièrement. On se voit aussi tous les 3 mois physique. Donc, chez eux ou chez nous, prochainement, j'espère. Et du coup, vraiment, de dire ce qu'on fait, c'est de donner beaucoup de transparence et surtout faire ce qu'on dit. Ça va être vraiment le game changer parce que du coup, il n'y aura pas cette attente en se disant est-ce qu'il a vraiment fait? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a fait? Ou il m'avait dit qu'il allait le faire? Et en fait, tous ces doutes-là, ça tue un peu la relation. Et du coup, à la fin, on ne travaille pas de façon efficace. On ne se fait pas trop confiance. Et du coup, en fait, ça biaise un peu, justement, ça vient biaiser les performances parce que du coup on se limite dans la collaboration parce qu'on ne se fait pas confiance et du coup on ne peut pas aller sur d'autres sujets plus pour développer, on est plus en train de corriger des choses qui ne fonctionnent pas. Donc vraiment cette phrase, s'il y en a une à retenir, c'est celle-là pour tout ce qui est relation avec votre agence actuelle potentiellement ou un partenaire simplement. Ça c'était bon. Ok. Ici, on va faire un petit focus sur les documents de travail. On en a sélectionné quelques-uns pour donner des idées. On a essayé de pas forcément faire une présentation très théorique ou uniquement basée sur une stratégie au niveau des campagnes. Mais en fait, qu'est-ce qui drive les performances au quotidien? C'est vraiment tout ce qu'on va créer, tous ces petits documents de travail, tous ces moments d'échange qui vont faire que, mis bout à bout, ces petits éléments mis bout à bout font la différence en fait au niveau des performances. Donc, on a essayé d'en sélectionner -3. Donc, comment bien faire votre suivi du budget ou des objectifs? Donc, comment on travaille avec Eurecia sur cette partie-là. Une roadmap pour le suivi des avancements des projets plus volumineux. Donc, quand il y a
des gros sujets de fond où il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à mettre en place. Et il y a vraiment cet échange en continu à avoir. Donc, comment arriver à créer un document de travail collaboratif qui puisse apporter de la valeur dans la relation. Et ensuite, très très simple, on sait que chaque annonceur, et Eurecia en fait partie, c'est visualiser les messages. Donc les annonces, c'est la première chose que voient vos prospects. Donc c'est hyper important parce qu'on n'a pas souvent deux chances de faire une bonne impression. Donc visualiser les messages pour l'annonceur va être hyper important pour pouvoir corriger s'il y a des problèmes, si on n'est pas pertinent par rapport au persona, par rapport à la cible, par rapport au produit. S'il y a des coquilles, ça peut arriver aussi. Donc tout ça, c'est hyper important dans la collaboration. Donc, on voulait vous montrer quelques éléments. Le premier, du coup, Sylvain. OK. Donc, collaboration forte et étroite. Donc, le premier, c'est sur la visualisation des objectifs et des budgets. Donc, comme on vous l'a dit, il faut que l'objectif soit smart, donc spécifique, mesurable, donc qu'on le voit bien clairement. Donc, il y a une volumétrie et il y a aussi, on le voit de façon mensuelle. Donc, pourquoi? Cette visibilité qu'on a sur le long terme, alors potentiellement, ça peut être ajusté en cours de route en fonction des performances, si elles sont si on est mieux ou un peu moins bien. Donc, on peut aussi ajuster. Il ne faut pas rester figé. Il faut s'adapter aussi au contexte et aussi au réel par rapport à… On ne maîtrise pas tous les éléments non plus. Mais sur cette visualisation vraiment sur le long terme de ce qu'on veut réussir ensemble, ça va être hyper important pour pouvoir ajuster aussi les campagnes pour vraiment subvenir à cet objectif. Donc, comme beaucoup d'annonceurs, on utilise aussi les stratégies d'enchères sur les campagnes. Et quand on a des variations de budget ou d'objectifs selon les mois, il faut qu'on les voit arriver pour ne pas faire des changements brusques qui pourraient casser aussi une tendance et aussi perturber les performances, voire les dégrader en ouvrant trop, par exemple, un budget parce qu'on est sur une forte tendance. Du coup, l'algo, il va peut-être aller chercher beaucoup de volume, sans doute du mauvais parfois, et du coup dégrader les coûts d'acquisition, dégrader la volumétrie d'acquisition. Donc vraiment très important, soyez transparent sur vos budgets, vos objectifs. C'est une relation partenaire. Donc c'est pas si vous dévoilez entre guillemets le futur, ça sera que bénéfique pour vous et pas justement d'aller au mois et d'avoir des choses vraiment des choses qui ne sont jamais arrivées ou qui n'arriveront jamais en termes d'objectifs. Peut-être tu veux rajouter quelque chose sur la définition des budgets, des objectifs, Jérémy? Non, mais effectivement, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir une vue la plus lointaine possible, j'ai envie de dire, en restant bien évidemment toujours dans du qualitatif, mais ça nous permet comme ça, effectivement, de pouvoir aussi affiner et surtout un petit peu mieux répartir les budgets et puis surtout diluer ce budget en fonction des performances aussi réelles du mois, voir derrière est-ce qu'on a surdépensé, est-ce qu'on a sous-dépensé, comment est-ce que ce budget on le réattribue derrière et du coup quels impacts ça va avoir sur les objectifs. Donc tant qu'on n'a pas cette vue à long terme, j'ai envie de dire au moins sur l'année, c'est compliqué de faire ça. C'est compliqué de faire ça et c'est surtout la meilleure façon d'avoir des mauvaises surprises en fin d'année ou de tout simplement ne pas avoir su prendre des opportunités pour atteindre les objectifs. Merci. Sur une deuxième pièce qu'on va étudier, c'est justement sur les projets qui sont structurants et qui sont assez volumineux. Donc, généralement, quand on va lancer un sujet, on va en parler de façon courante, on va en parler une fois et on va se dire c'est bon, c'est lancé. Et après, on va se dire ça va se finir un jour et on verra. Et ça, c'est une des erreurs habituellement qui est faite. C'est que un sujet, quand il est structurant, il faut bien le penser aussi à le découper et en partager aussi avec votre annonceur, avec l'annonceur, avec ici Eurecia. C'est que ça nous permet de s'aligner sur les priorités. Donc, par exemple, là, on va prendre on va essayer d'exploiter un ensemble de potentiels sur du search, par exemple, ici. Et on va reprendre toutes les thématiques avec Eurecia, mais en fait, toutes les thématiques n'ont pas la même importance
pour Eurecia de par le business que ça leur apporte aussi. Donc, en fait, de bien s'aligner sur quels sont les prios et ensuite quelles sont les sous-thématiques de ces thématiques-là, de bien s'aligner sur qu'est-ce qu'on met en place directement pour apporter le plus d'impact le plus rapidement possible. Ça va être hyper valorisé, hyper important, parce que du coup, on va de suite, les premières actions vont apporter le plus d'opportunités à Eurecia rapidement. Voilà. Donc, le premier point, c'est sur un sujet assez volumineux, donc bien s'aligner sur les priorités. Quand on priorise le déploiement, bien penser à prioriser selon l'impact attendu. Donc, quels sont vraiment les checks à faire sur qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur, le plus d'acquisition, la meilleure qualité ou volumétrie derrière. Et ensuite, suivre l'avancement. Suivre l'avancement, ça paraît trivial. On se dit, bah oui, c'est normal, il faut suivre ce qu'on fait et savoir si c'est fini ou pas. Mais en fait, quand on va voir qu'on n'avance pas au bon rythme, on va peut-être revoir les priorités. Si on voit qu'on a des problématiques pour qu'il ait un sujet ou deux, ben, on peut aussi énoncer son problème, en discuter pour justement trouver des solutions qui aillent bien. C'est vraiment important, cette visibilité, pour pouvoir avoir un support d'échange et pouvoir ensuite discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, corriger ou justement peut-être changer aussi de stratégie en cours de route parce que ça n'apporte pas les performances attendues. Toi, Jérémy, sur ce type de document qui t'est partagé, est-ce que tu as des retours à faire sur ce que ça peut t'apporter en termes de tranquillité d'esprit ou en termes de… C'est ça en fait, pour nous c'est du confort dans le sens où on sait que votre temps dédié à notre compte par semaine est limité entre guillemets bien évidemment, et du coup ce genre de fichier partagé là nous permet aussi de savoir sur quoi vous travaillez actuellement, quelles sont, de remettre aussi en avant les priorités qu'on a définies ensemble. Et voir aussi les délais sur lesquels elles sont terminées, elles sont abouties. Donc c'est typiquement le genre de fichier collaboratif qu'il faut absolument avoir et qu'il est important de bien évidemment derrière mettre à jour et regarder très souvent pour se donner vraiment une idée de savoir ce qui est fait, ce qui va être fait, d'anticiper aussi. Et ça évite des échanges aussi parfois peut-être inutiles entre l'annonceur et l'agence sur des demandes pour savoir où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on avance là-dessus, est-ce qu'il y a des besoins ou pas. Là au moins tout est centralisé, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Merci. Et dernière pièce, et je vous invite à synthétiser un petit peu, il nous reste moins de 30 minutes et on a encore beaucoup de choses à présenter. Ouais, c'est vrai qu'on avait chargé un peu, en effet. Du coup, très simple, hein, bon, je pense qu'on a peut-être rien inventé de fondamental ici, mais c'est vraiment pour donner le plus de clarté. Quels sont les messages qui tournent sur le compte. Donc, vraiment donner cet accès, cette visibilité pour se dire sur cette thématique, qu'est-ce qui est diffusé, c'est quoi qu'on met en avant. Et du coup, c'est hyper simple pour justement, pour Eurecia, d'arriver directement de voir le message. Et un commentaire égale une modification. Donc, Jérémy peut faire un commentaire sur le document en disant non, ça, on ne veut plus communiquer dessus, changer. Ça, on a décidé de changer un peu notre argumentaire. On a décidé de changer les valeurs qu'on veut mettre en avant, des choses comme ça. Donc, c'est assez simple pour collaborer. Et ça évite, peux-tu me faire un export des annonces avec des vieux fichiers Excel, etc. Peux-tu me renvoyer ça, enfin les partages d'emails, les échanges, etc. Là, c'est hyper ouvert, on le maintient à jour pour que justement la collaboration soit facile. Et en fait, ça a un impact clairement sur les performances parce que du coup, ça nous permet d'affiner les messages, de justement coller aux personas. On en parlera spécifiquement pour Aurécia qui a fait un super taf au niveau de la définition de leur persona. Donc aussi d'adapter à des spécificités. Par exemple, on ne peut pas avoir des modules spécifiques avec la solution de Eurecia. On doit prendre le CRH et compléter avec des modules. Du coup, on ne peut pas avoir uniquement un module sur
par exemple la paie ou le recrutement, on doit avoir le CRH dans sa globalité. Donc, ça nous permet d'avoir toutes ces spécificités-là que, par exemple, nous, en tant qu'agence, on n'a pas tous ces détails et de pouvoir communiquer avec Jérémy de façon simple sur des documents comme ça. En fait, on arrive à avoir des messages qui sont plus valorisants et qui sont aussi différenciants par rapport à la concurrence parce qu'on matche directement avec la cible. Voilà, je vais suivre le conseil de Sylvain, je vais faire assez court. Peut-être quelque chose à rajouter, Jérémy, ici. Alors, c'est bon, tout est clair pour moi. On parle après copywriting aussi. Ouais. On a 2-3 questions pour l'instant, mais je vous propose, on va passer sur la partie plus technique, plus campagne. C'est une des questions. Donc oui, on va montrer la partie plus résultat campagne qu'on a mis en place, et après je prendrai les 2-3 questions qui arrivent. Et après, tu avais la partie reporting aussi, si tu veux en dire. Ouais, du coup, ici, c'est un peu le point de convergence de toutes les discussions. Donc, d'avoir un reporting, donc pareil, là, ici, un reporting temps réel. Donc, on utilise Looker Studio. Donc, on utilise d'autres plateformes, mais généralement, c'est celle-ci qu'on utilise parce que c'est facilement pluggable avec les outils de Google. Du coup, ici, qu'est-ce qui est important? C'est, donc, si on doit synthétiser vraiment en 4 points, pardon. Donc, c'est un rappel des objectifs, toujours l'avoir en visuel. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de budget, en termes de volumétrie. Ensuite, on voit la visibilité des performances sur les KPI principaux. Donc, essayer d'avoir vraiment une lecture assez simple de où on en est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui peut pêcher aussi en cours de période. Un récap, est-ce qu'on est OK ou est-ce qu'on est not OK par rapport à ce qu'on a défini au point 1. Donc, vraiment très trivial de voir par rapport à l'avancement du mois, est-ce qu'on est OK ou pas. Donc, ça, c'est des choses qu'on met à jour tout le temps et c'est le point d'échange, justement, c'est notre point d'échange régulier avec Jérémy, justement, sur l'atteinte des objectifs. Et quand on n'est pas OK, d'avoir tout un panel d'onglets qui permet de creuser aussi pour identifier la cause du problème. Donc, vraiment la cause racine pour justement qu'il ait cette cause racine et pas faire perdurer le problème plus longtemps et avoir à la fin un objectif qui ne soit pas atteint. Voilà. Parfait. Donc ça, c'était le premier pilier sur la collab. Là, on va rentrer dans la partie plus technique. Et on commence par les fondamentaux. Carrément. Donc ici, les fondamentaux sur une stratégie qui est plus lead gen, donc sur Google Ads. Donc 4 piliers, donc la mesure, l'automation, la search excellence et le fait de scaler aussi les campagnes et l'acquisition. Sur la partie mesure, donc on en fera un rapide rappel ensuite, c'est que le tracking soit optimal. Donc, sur l'ensemble des conversions qui sont pertinentes sur le parcours client et aussi les audiences. Donc, suivre les bonnes actions sur lesquelles on veut vraiment agir, créer les bonnes audiences. Donc, tout ça, ça va passer par l'installation des tags, etc. Mettre en place aussi tout ce qui est solutions liées à la CMP pour éviter au maximum de perdre les données. En fait, ce qu'on veut, c'est envoyer les bons signaux à la plateforme. Vous avez tous remarqué que Google, maintenant, il s'appelle Google Ads et plus AdWords. Donc, on a perdu la notion de mots-clés. Donc, c'est vraiment, il faut bien travailler le fait que l'algorithme va rechercher aussi tout ce qui est lié aux audiences qu'on va cibler. Et du coup, sur ça, il faut lui envoyer les bons signaux pour qu'il puisse prendre aussi les bonnes décisions pour aller chercher les meilleurs perfs. Sur la partie automation, c'est très lié aussi à la mesure. Donc, on a tout ce qui est stratégie d'enchère. Donc, sur certaines campagnes, on n'utilise pas forcément du smart bidding, mais sur certaines, oui, parce que ça nous apporte aussi beaucoup de flexibilité et après une maîtrise assez pertinente des enchères et aussi de nos budgets, des performances qui en découlent. Donc, quelle est la bonne stratégie d'enchère qui soit adaptée aux objectifs business de Eurecia? Donc, on va parcourir du CPA cible ou Target ROS. On va aussi avoir maximiser les clics dans certains cas, maximiser la part d'impression aussi. Donc, il y a vraiment des distinguos à faire selon les typologies de campagne, MQL ou Premium. Et aussi, on est passé par de la stratégie avec de l'affectation de valeur, donc pour essayer de driver par rapport à 2 typologies de cibles, pour essayer d'orienter encore mieux l'algo et la stratégie d'enchère pour arriver à faire le meilleur apport de valeur pour Eurecia.
La partie Search Excellence, vous avez vu un peu sur les pièces précédentes sur comment on arrive à aller couvrir l'ensemble du potentiel lié au service. Donc déjà avoir une map. Donc on fera un petit point sur un petit cas pratique pour vous donner des idées de comment y arriver aussi, d'être sûr que vous couvrez à 100% votre potentiel, notamment sur la partie Search. Donc comment on fait pour auditer, scorer et le plan d'action. Et ensuite, c'est scaler. Donc, quand on a vraiment le fondamentaux de la partie search, où il y a eu une intention de la part de l'internaute, c'est comment après on va venir ajouter des couches supplémentaires pour aller augmenter le reach et aussi augmenter la visibilité de Ressia et aller chercher du volume incrémental dans l'acquisition. Donc, il y aura bien sûr Microsoft Ads, Advertising, donc la plateforme qui va vous permettre d'aller avoir un incrémental. Les campagnes PMax aussi, qui sont hyper intéressantes pour aller couvrir de nouvelles requêtes, la longue traîne, aussi de nouveaux canaux, réseaux. Et après la partie display vidéo, on verra aussi qu'est-ce que apporte Ressia dans la collaboration avec JVWeb sur cette partie-là. Parfait. Juste, comme ça peut aider peut-être l'audience. J'ai deux questions en fait de Samy. Il me demande ce que c'est les SQL, parce que je pense que tu vas l'employer plusieurs fois. C'est les Sales Qualified Lead. Donc c'est vraiment les leads qui sont qualifiés par l'équipe commerciale en fait, du MQL, donc marketing. Et après, c'est vrai que c'est plus commun chez vous aussi, donc peut-être le préciser maintenant, la différence entre un MQL et un Premium, que les gens comprennent bien les différences en termes de type de Alors lead. effectivement, chez nous, ce qui est défini en MQL, c'est tout ce qui va être une demande commerciale. Donc ce sera une demande de devis, une demande de contact, une demande d'essai ou une demande de démo. Donc c'est un petit peu le Graal chez nous, c'est ce qui est le plus bas de funnel, j'ai envie de dire. Et ensuite le Premium, c'est tout ce qui va être le téléchargement d'un outil gratuit qui va venir derrière pour nourrir toute notre stratégie de lead nurturing. Voilà, donc ça va être le téléchargement d'un modèle, d'un guide, d'un livre blanc. Voilà. Donc là, on est beaucoup plus haut dans le funnel de conversion. Mais l'idée, c'est que derrière, on ait une équipe en interne qui vienne justement nourrir et travailler ce lead pour le faire maturer. Voilà. J'espère que c'était plus clair pour tout le monde. Parfait. Et on continue. Et ouais, on va continuer à dérouler puisque sinon le timing après va être chaud. Vas-y, Ici, c'est uniquement un rappel. C'est un rappel et un super conseil. Donc, la première étape, c'est le tagage. Donc, vraiment, il faut cette partie-là, il faut pas la manquer parce que ça va driver ensuite toutes les performances que vous allez avoir derrière. Donc, tout ce qui remonte dans la plateforme est hyper important et pris en compte par l'algorithme. Et du coup, pour en optimiser les campagnes, surtout si vous utilisez des stratégies d'enchères. Donc, si vous envoyez les mauvaises informations, l'algorithme va faire n'importe quoi. Et du coup, il y a vraiment ce travail. Donc, c'est vraiment une grosse étape. Et ne soyez pas pressés de vite lancer les campagnes et se dire, attends, le tagage, on verra après, on met 2-3 trucs et après, on verra. Non, non, faites bien, consolidez bien votre plan de tagage, suivez les bonnes conversions. Assurez-vous qu'il y ait une bonne qualité et ensuite, vous aurez les meilleurs résultats ensuite. Donc, chez Eurecia, quand on a commencé à collaborer, c'était déjà nickel. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est les évolutions. Donc, il y a des évolutions. Donc, il y a eu la fin d'Universal Analytics. Donc, il y a eu des changements aussi à procéder au niveau du tracking. Il y a eu tout ce qui était CMP, les évolutions des technos. Il y a beaucoup de changements que vous devez mettre en place et suivre pour que justement toutes les datas que vous envoyez soient toujours hyper bonnes et que vous puissiez en tirer le meilleur ensuite. Donc ça, c'était uniquement un rappel. Sur la partie tracking optimal, donc nous, ce qu'on a fait, c'est on utilise vraiment tout ce qui est tagage des plateformes, donc Google Ads et Microsoft Ads, donc tout ce qui est MQL et Premium, donc on a une partie de la réponse. Donc, on va suivre l'ensemble des demandes qui sont réalisées sur le site, qui apportent de la valeur, et ensuite tout ce qui est téléchargement de documents, de templates, pour venir nourrir nos campagnes et pouvoir en optimiser les performances. Il ne faut pas oublier aussi la partie audience, donc que vous ayez des bonnes audiences qui remontent, bien les structurer, potentiellement les dédupliquer aussi au niveau de vos listes. Et ensuite, il y a ce qui est hyper important, c'est ce que Jérémy fait avec ses
équipe CRM, pardon, c'est tout ce qui est structurer les bases pour ensuite en importer la data dans Google Ads pour justement faire de la donnée first party et ensuite driver encore mieux l'algorithme et aussi surtout voir voir les campagnes, la qualité des leads qui sont apportés par les campagnes. Peut-être que tu avais un point sur la partie base de données, Jérémy, sur ton travail, les équipes CRM. Oui, effectivement, c'est un travail qui est très important en interne, de vraiment segmenter les bases et du coup de s'assurer qu'on puisse effectivement s'appuyer derrière sur des datas qui sont fraîches, mais qui sont aussi qualitatives le plus possible pour derrière en générer d'autres, bien évidemment. Donc ça, c'est un travail qu'il ne faut absolument pas négliger en interne. Après, c'est toujours pareil, il faut avoir les bons outils pour pouvoir le faire. Nous, on a la chance d'avoir un CRM qui est très puissant et qui nous permet de générer toutes ces bases-là. Donc autant, quand c'est le cas, il faut s'appuyer dessus et vraiment pas négliger cette partie-là. Ensuite, sur la deuxième étape, c'est le faire évoluer, ne pas être statique dans son suivi, d'être toujours à l'écoute des nouveautés, donc tout ce qui est conversion améliorée, le console mode par rapport à la mise en place des CMP. Il y a aussi le reCAPTCHA, donc c'est un bon conseil qu'on peut vous donner par rapport à cet outil pour justement si vous diffusez sur du PMax ou du display pour éviter du spam. Donc ces petites choses à mettre en place sur vos formulaires, sur votre site. Donc hyper important. Et aussi de le faire évoluer en tenant compte aussi de la volumétrie des données. Donc il arrive que sur certaines thématiques, il n'y ait pas assez de volumétrie pour en optimiser correctement les performances. Donc il faut arriver à fournir ce qu'on appelle les micro-conversions pour donner un peu plus de grain à moudre à l'algorithme et que ensuite sur ces données-là, qui s'entraînent, qui l'apprennent pour ensuite en sortir justement ce qu'on recherche, soit des MQL, soit des premiums. Du coup, ces micro-conversions qui vont avoir beaucoup de valeur puisque c'est toujours mieux d'entraîner un algorithme sur des vraies données à forte valeur ajoutée et en volume suffisant que de ne pas lui en donner suffisamment et du coup qu'il fasse un peu n'importe quoi, qu'il aille dans la mauvaise direction. Donc bien prendre en compte ça et ne pas se dire que c'est soit tout ou rien, ça peut être un mix au niveau de vos typologies de campagne. Il peut y avoir des conversions vraiment finales, donc les demandes de contact, d'essai ou les premiums, mais aussi des campagnes qui peuvent être optimisées avec des micro-conversions et tout ça, ça peut se jouer facilement dans les paramétrages des campagnes, donc quand vous voulez mettre en place. Et enfin, c'est sur un tracking optimize, c'est vraiment suivre la qualité. Donc, parfois, on se focalise sur le lead, combien de coûts par lead, etc. Mais ça, c'est vraiment il y a longtemps. Donc, le mettre de côté et vraiment se focaliser, c'est quoi la qualité que vous générez avec vos campagnes et de vraiment faire un focus pour identifier ces campagnes-là qui vous apportent le plus de qualité pour pouvoir en maximiser la visibilité et l'importance sur votre compte Google Ads. Donc, ce qui est assez fort chez Eurecia, c'est qu'eux, ils ont le monitoring de cette qualité qui est journalière, même je dirais plusieurs fois dans la journée. Et il y avait un test qu'on avait fait un jour de tracking, de remonter sur leur CRM pour voir si un formulaire fonctionnait bien. Et en fait, on a fait un test et dans les 10 minutes, on a eu un appel en disant qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous amusez à envoyer. Il y a des commerciaux, ils sont tous en train de dire qu'est-ce qui se passe, il y a des mauvais leads et tout ça. Donc c'était vraiment genre 10 minutes après, on avait un warning de la part de Eurecia pourquoi vous faites des tests, vous ne nous avez pas dit, il fallait nous, etc. Donc c'était hyper rapide et hyper structuré de leur côté. Peut-être un point à rajouter sur le monitoring chez vous, Jérémy, c'est bon? Oui, non, effectivement, nous, on accorde beaucoup d'importance à la qualité du lead, que ce soit MQL, dans sa globalité. Donc, ça rejoint ce que tu viens de dire sur la réactivité derrière nos équipes pour s'assurer que oui, on génère de la volumétrie, mais qu'il faut aussi que cette volumétrie soit qualitative. Parce que derrière, ça a des impacts sur les campagnes, sur les budgets qu'on attribue à ces campagnes-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. Et c'est vrai que là-dessus, en interne, on est quand même plutôt réactif. Ensuite, sur un des très gros points forts chez Eurecia, c'est leur mix au niveau de leur stratégie entre les MQL et ensuite tout ce qui est lead nurturing avec le premium. Donc sur leur première priorité, donc c'est vraiment le MQL, c'est le contact qualifié.
Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et en fait, la force de Eurecia et ce qui est vraiment mis à profit dans l'acquisition, c'est cette mixité entre ces deux objectifs. Donc, sur la partie MQL, c'est des prospects hyper qualifiés, des prospects matures. Donc, il y a un potentiel de vente qui est plus fort. Par contre, c'est toujours ces mots-clés qui sont les plus concurrentiels, où il y a de la concurrence sur les mêmes typologies de solutions, ou alors sur des solutions dédiées, où c'est encore plus difficile aussi de se placer. Et aussi la volumétrie qui n'est pas extensible, parce que par exemple, si on cherche un logiciel SaaS pour les ressources humaines, du coup, la volumétrie autour de ce terme-là ne va pas être hyper extensible. On va souvent jouer avec les mêmes acteurs sur le SERP et du coup avoir la même concurrence et des coûts d'acquisition parfois qui vont se dégrader selon l'entrée de nouveaux acteurs aussi. Donc, par contre, c'est hyper fort et hyper stratégique d'être positionné dessus pour se faire sa place sur le marché et aussi avoir ces leads derrière qui transforment. Et sur la partie premium, c'est tout ce qui est prospect, moins qualifié parce qu'ils sont en plus en mode je vais chercher des templates pour le faire moi-même, les utiliser, pour me renseigner, pour voir ce qui se passe. C'est moins mature, par contre, il y a une concurrence qui est limitée, donc, mais qui est potentiellement scalable. Donc, en fait, du contenu, on peut en créer énormément. Donc, on peut aller très loin et chez Eurecia, ils sont très, très forts dessus. Donc, c'est un des piliers chez eux dans leur stratégie et une de leurs forces par rapport au marché, c'est qu'ils ont énormément de contenu et énormément de choses à partager parce que chez eux, ils ont des experts justement qui permettent justement d'apporter des éléments pertinents et très spécifiques au RH. L'inconvénient, c'est qu'il y a une création de contenu à faire, donc ça ne se fait pas tout seul. Il y a des équipes derrière qui sont mobilisées, il y a de choisir les bons sujets, les bons contenus à créer, qui ont le plus de potentiel. Et ensuite, il y a une mise en place d'une stratégie à mettre en place, une stratégie à créer, de l'innurturing. Et chez Eurecia, ils font aussi beaucoup de tests, beaucoup d'analyses, justement, pour que ces stratégies-là apportent le plus à la fin. Si tu veux rajouter quelque chose, Jérémy, avec plaisir. C'est parfaitement bien expliqué. Voilà, rien à rajouter. Merci. Parfait. On continue. Il nous reste 10 minutes sur le timing de base et beaucoup de slides. Donc, on peut peut-être faire des synthèses des slides et on verra après sur les questions si c'est pas clair ou si c'est à approfondir. Je vous propose de faire ça. Parce qu'après, les après-midi, on a faim. Et quand on a faim, c'est compliqué. Allez, ça marche. Du coup, Microsoft Ads, donc c'est 10 à 20% d'incrémental. Donc, ne pas lésiner dessus, allez-y, testez. Mais par contre, le conseil, c'est de ne pas dupliquer forcément la stratégie Google. Les volumes, la cible sont différents, donc y aller avec les bonnes pratiques que vous avez issues de Google, mais pensez à adapter, à tester différemment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft Ads propose des innovations par rapport à Google, donc ils sont assez suiveurs sur les technos, sur les fonctionnalités, enfin très suiveurs même. Mais par contre, ça arrive aussi qu'ils surprennent, donc ils font des innovations et qui peuvent apporter pas mal de perfs. Donc voilà, c'était un exemple qui date un peu maintenant, mais c'était les annonces multimédia qui sont intéressantes et complémentaires sur la SERP. Il y a aussi tout ce qui est audience qui sont intégrés de par LinkedIn. Et aussi, là, tout le monde en a parlé, aussi l'intégration de ChatGPT sur leur moteur qui va potentiellement faire parler aussi, donc changer un peu la disposition des SERP et qui a fait bouger aussi Google dans ce sens avec Bard. Voilà sur la synthèse, j'essaye d'être hyper synthétique. Très bien. Et là, sur la partie display vidéo, donc qu'est-ce qui marche bien entre Eurecia et JVWeb aussi? C'est que Eurecia, on l'a dit tout à l'heure, sur la partie premium, ils créent énormément de contenu. Ils sont staffés pour créer aussi des visuels de qualité et que ce soit des visuels ou des vidéos. Ils font beaucoup de créations. Et en plus de ça, leurs créations sont hyper pertinentes par rapport à leur cible. Chez Eurecia, quand on parle avec eux, genre c'est pas au-dessus de leur porte à chaque fois, mais c'est quoi le persona qu'on cible ici en fait. À chaque fois, c'est vraiment le leitmotiv, c'est qui est-ce qu'on cible dans nos différents personas et est-ce que ça match avec la cible. Donc en fait, on perd pas de vue
à qui on s'adresse et à qui on parle pour avoir un message le plus spécifique et le plus pertinent pour eux et éviter justement des clics curiosité, les mauvais clics, etc. Mais vraiment s'adresser à la bonne cible pour avoir la meilleure qualité. Et cette diversité de contenu, de formats, bah, c'est super intéressant parce que nous, derrière, on peut l'exploiter correctement et aussi les challenger. Donc, on voit sur le screen de gauche, bah, on voit il y a certaines créas qui sont utilisées, qui sont avec des performances plus faibles que d'autres. Et bah, du coup, avec ce contenu-là, bah, on peut continuer de challenger encore et encore pour aller chercher des meilleurs perfs. Voilà. Ouais, et juste j'aimerais rajouter pardon, excuse-moi, Sylvain, sur cette stratégie-là d'utiliser le display et la vidéo. Effectivement, nous, c'est quelque chose sur lequel on accorde beaucoup d'importance parce qu'on reste convaincu que aller rechercher la performance, effectivement, c'est bien par les mots-clés, etc. Mais la notoriété, c'est aussi important et c'est déterminant aussi dans cette requête de performance. Et ça passe par ces leviers-là, comme le display, la vidéo, qui vont venir développer justement notre notoriété. C'est uniquement ce que nous, à titre personnel, on demande à ces leviers-là, c'est d'aller booster notre notoriété, notre visibilité. Et on est convaincu et on le sait de par d'analyse que ces leviers viennent aussi créer des conversions indirectes ou du moins viennent s'intégrer dans la conversion d'autres formats et d'autres leviers. Donc c'est vraiment une stratégie qui est très importante pour nous. T'excuses pas parce que je voulais que tu le précises en fait justement, parce qu'on a discuté, j'avais bien aimé la façon dont tu disais à un moment donné, si on veut faire de la croissance, si on veut faire x3, même si c'est pas toujours ce qu'on entend, le display, la vidéo, que ce soit en acquisition ou en branding, c'est pour moi un fondamental. Et c'est pour ça qu'on l'a mis plutôt justement dans la partie fondamentale que dans la partie développement ou pour aller plus loin. Et je trouvais intéressant que tu le partages. Ouais. Troisième pilier, là on est, voilà, une fois qu'on a les bases, on a les fondamentaux, bah, c'est d'abord on continue cette approche d'AB tester, puisqu'on n'a pas la science infuse, on ne peut pas tout réussir du premier coup, c'est toujours tester, itérer et apprendre et voir après comment on peut développer les campagnes. Et là pareil, on vous a mis quelques exemples, les actions majeures en fait qui expliquent cette croissance. Tout à fait. Donc, Pmax, on l'a mis ici dans AB test développement parce que c'est pas forcément pertinent pour tous les budgets, tous les acteurs, parce qu'il faut quand même de la data derrière. Donc, on l'a plus mis ici dans cette partie développement. Donc, Pmax, on a lancé vers janvier 2022. Je trouve que c'était sorti un peu avant, quelques mois avant. Donc, vraiment, au début, c'était en fait définition de la stratégie. Donc, entre MQL et Premium, comment on oriente ces campagnes-là qui sont qui sont full automatiques sur la partie ciblage quand on fait les extensions d'URL. Donc, éviter la cannibalisation. Donc, on a vraiment fait ce travail-là avec les analyses des pages, etc. Les analyses entre les pages des campagnes pour voir quelle est la campagne qui génère les meilleures performances, etc. Donc, chez Eurecia, on ne diffuse pas sur la marque pure en SEA. Donc, ici, il y a toujours cette discussion. Est-ce qu'on donne la marque à la Pmax pour lui donner plus de données au départ et après on l'arrête? Donc, ici, nous, dès le départ, on avait fait cette exclusion de marque. Et ensuite, canaliser le crawl, donc c'est ce que je disais, donc essayer de la driver vers les bonnes pages et éviter toutes les pages parce que Eurecia a énormément de contenu. Donc, il y a des pages aussi explicatives pour leurs utilisateurs. Du coup, éviter tous ces un peu pas de déchets, mais c'est pour de l'acquisition, c'est un déchet. Ensuite, c'était tout ce qui était mise en place de la routine d'Optim. Donc, c'était assez nouveau au départ. Mais maintenant, c'est hyper ancré dans les pratiques de tous. Il y a eu énormément de webinars dont on a fait aussi chez nous. Mais c'est comment on optimise les mots-clés, les emplacements, les créas avec l'utilisation de textes et visuels, les ajustements des enchères et des budgets. Donc, sur la partie mots-clés, donc il y avait au tout départ, en fait, c'était donc comment on apprend avec les partenaires. Donc, en fait, on avait subtilisé des screenshots quand on avait compris que en fait, les partenaires pouvaient exclure des choses. Donc, on avait demandé ensuite, l'astuce, c'était de créer des listes de mots-clés à exclure associées à Pmax pour pouvoir nous-mêmes exclure des mots-clés quand on savait que ce n'était pas pertinent. Les emplacements au début, ce n'était pas disponible. On avait vu dans un échange avec un partenaire que lui pouvait faire des exclusions. Donc, en fait, on l'a mis dans nos pratiques pour pouvoir exclure nous-mêmes, de faire des demandes pour exclure des emplacements. Donc, ce n'était pas encore déployé partout. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, comment on arrivait à mettre en place une routine d'Optim sur une innovation, sur une nouveauté.
Et après, tout ce qui était A/B test en continu, comment on continue d'essayer de mieux performer avec Pmax. Donc maintenant, on a les différences de perf entre les groupes d'éléments. Donc on peut s'amuser, entre guillemets, à faire des tests en changeant des éléments, les signaux, les créas, des choses comme ça. Et aussi, comment on peut aussi aller chercher de meilleures performances avec l'intégration de microconversions sur des thématiques en souffrance, par exemple. Donc, comment on peut apporter justement encore plus de valeur avec cette typologie de campagne. Voilà, de vraiment 3 piliers sur le lancement de Pmax. On le voit, c'est une campagne qu'on exploite encore et qu'en fait, au niveau des perfs, ça reste bon et très complémentaire aussi avec le dispositif qu'on a actuel sur le search ou le display ou YouTube. C'est vraiment, il y a de la cannibalisation, certes, mais elle peut être contenue. On continue. Michael, j'ai vu ta question. Il me pose la question sur la qualité des leads. Mais je vous propose qu'on essaye d'arriver au bout et puis on prendra les questions à la fin directement. Ouais, ensuite, Est-ce que tu veux enchaîner, Jérémy? Ouais, il y a un item qui est important, c'est effectivement d'être dans cette démarche, dans cette logique d'A/B test. Et nous, on a un sujet, bon, je pense que c'est un petit peu le cas chez beaucoup d'annonceurs, c'est sur l'optimisation des LP, et notamment pour répondre aux enjeux mobiles. Donc ça, c'est quelque chose chez nous qui est intégré de façon fil rouge, de façon continue. L'objectif d'A/B tester et de toujours optimiser ces LP, il est multiple. C'est premièrement d'améliorer les taux de conversion, donc à la fois en desktop et en mobile, augmenter nos volumes de conversion et donc du coup de baisser les coûts des acquisitions, les CPA. L'autre intérêt aussi, c'est concernant la performance des mots-clés, donc les quality scores. Et du coup, l'idée, c'est de continuer à gagner en visibilité, aller chercher les taux d'impression et diminuer les coûts par clic. Et nous, on sait qu'on a encore une marge de croissance, une marge de progression en mobile. Et donc, du coup, voilà, l'optimisation de CLP, elle est aussi là pour répondre à cette croissance-là. Donc, comment est-ce qu'on fait? On met tout simplement en place une stratégie CRO, donc Conversion Rate Optimization. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de tout simplement passer par une refonte graphique des LP, donc à la fois sur la partie UX/UI, sur les contenus, sur l'intégration des formulaires. Comment? En passant par des outils tout simplement dédiés à la création de ces LP-là. Donc, ça peut être des outils comme ABTesty, comme Getlandy ou d'autres. Et l'idée derrière, c'est de mettre en place des A/B tests. Alors, l'A/B test, c'est toujours délicat à mettre en place parce qu'il faut savoir sur quelle campagne on le met en place, parce qu'il nous faut quand même de la volumétrie pour pouvoir en tirer des conclusions sur des conversions, sur des taux de clic, etc. Mais ça, c'est là aussi en étroite collaboration avec l'agence que ces A/B tests sont mis en place pour définir en amont voilà, quels sont les LP qu'on va tester, sur quelle campagne. Et donc, ça fonctionne plutôt très bien comme ça et on est vraiment dans cette démarche de continuer à faire ce genre d'optimisation. Donc là, sur la droite, vous avez un exemple en bas à droite d'une ancienne LP à nous. Voilà, qui était en manque d'optimisation. Et en haut, vous avez une LP qui est actuellement live sur certaines de nos campagnes, sur laquelle on voit que c'est beaucoup plus travaillé, que le formulaire a été rehaussé, il y a un petit peu plus de contenu écrit. Voilà, on est dans cette recherche d'optimisation permanente et derrière, dans l'analyse, bien évidemment, pour voir les impacts. Ça, c'était le cas pratique pour justement savoir si vous couvrez l'ensemble de votre potentiel. C'est ce qu'on avait testé avec Eurecia et qui a plutôt bien fonctionné, cette méthodologie. Donc, l'idée, c'est vous listez toutes vos thématiques que vous souhaitez cibler. Donc, partez de votre menu, partez des éléments que vous avez à votre disposition pour savoir c'est quoi qu'on veut couvrir. Et ensuite, définissez-vous une liste de critères pour estimer votre couverture. Donc, vous prenez par exemple un critère diversité de mots-clés. Donc après, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire derrière pour vous? Vous l'estimez, bon, si la diversité est bonne, donc c'est plutôt, je suis à 30% de la couverture de mon potentiel. Ensuite, vous définissez d'autres critères derrière pour ensuite savoir à combien vous êtes. Et quand vous cochez au fur et à mesure de chacune des thématiques, donc vous faites une grille de scoring, et vous vous dites, là, je suis plutôt bien diversifié, j'ai bien utilisé ces ciblages, j'ai bien utilisé ça, ça, ça. Et vous arrivez à un scoring à la fin, donc en slide suivante.
Excuse-moi. Merci. Et ensuite, vous arrivez à un scoring avec l'ensemble du potentiel, de l'exploitation du potentiel par rapport à chacune des thématiques que vous voulez cibler. Et ensuite, quand vous avez ce scoring-là qui est fait, c'est qu'est-ce qu'on met en place justement pour exploiter mieux le potentiel. Est-ce que sur certaines thématiques, c'est OK, c'est normal qu'on soit à 0% par exemple, ou est-ce que c'est une erreur ou c'est un oubli, qu'est-ce que c'est? Et en fait, cette méthodologie-là à appliquer, c'est pas à faire une fois au début d'une presta ou quoi, mais c'est de la faire de manière régulière et à chaque fois de se remettre en question aussi sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent durant une presta ou durant le quotidien. Il y a beaucoup d'éléments qui changent, la concurrence, le marché, les campagnes, ça bouge, les nouveautés. Et du coup, des fois, on perd un peu le cap vraiment sur quoi on est. Et du coup, de refaire cette méthode, ça remet un peu la tête dans le guidon de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut réussir, et après de se remettre un plan d'action derrière pour justement corriger, mettre en place des actions correctives. Voilà. Ça paraît pas grand-chose en fait, mais on voit quand même sur beaucoup d'annonceurs, dans mon cas pour faire beaucoup d'audits de propositions, où on pense avoir une base et diffuser sur les thématiques, sur les mots-clés. En fait, quand on creuse et quand on audite, on se rend compte que la couverture est loin d'être optimale et déjà sur l'existant, il y a des gains assez conséquents à aller chercher avant de se lancer dans les développements de nouvelles campagnes, d'autres thématiques qui, plus est, sont souvent moins rentables, avec des conversions plus bas, et donc forcément, c'est plus compliqué, quoi. J'ai envie de dire, c'est plus commun que ce qu'on pense, le fait d'avoir une couverture qui n'est pas si bonne que ça. Ici, c'est sur la partie copywriting qu'on a mis en place avec Eurecia, donc pour challenger nos messages et créer des messages vraiment plus percutants. Donc ici, notre travail a été très facilité de par la connaissance qu'a Eurecia par rapport à leur cible. Donc ici, on a pris un cas d'un persona. Et du coup, c'est toutes ces informations que Eurecia a pu centraliser sur une seule page pour justement ensuite nous la partager pour qu'on se dise, OK, comment on arrive à cibler ces personnes-là, quel message on leur adresse et quelle est la promesse qu'on leur fait justement pour ensuite les convertir. Et surtout, est-ce que cette promesse, elle est dès le départ sur l'annonce, elle y est aussi sur l'ALP, et est-ce que derrière la qualité est bonne? Donc ça, c'était un travail super chez Eurecia qui a été fait. Donc peut-être tu veux en parler, Jérémy, sur la définition des personnages chez vous? Ouais. Chez nous, c'est très important la définition des personas. Ça a été fait de façon optimale par nos équipes marketing. Et c'est clairement notre support à tous, côté acquisition. Et c'est ce qui nous facilite grandement, effectivement, nos choix de ciblage, nos choix de levier. Voilà, j'invite tous les annonceurs à vraiment faire quelque chose d'assez poussé sur leur persona, parce que certes, ça prend du temps, mais c'est clairement bénéfique derrière et ça peut faire la différence. Et je les invite aussi à le faire parce que pour nous, agence, ça, c'est une mine d'or. Et de plus en plus, on les utilise de plus en plus. On a un exemple après sur la partie copywriting, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas faire nous en tant qu'agence. Et quand on nous le met à disposition, c'est quand même ultra puissant. Ouais. Du coup, c'était ça. Donc, on avait fait un constat. Donc, c'était que Google réduit la maîtrise des messages mis en avant. Donc, en fait, il fait des combinaisons un peu comme il veut pour maximiser le CTR, mais parfois, en fait, ça maximise le CTR, mais pas forcément le taux de conversion. Et nous, on s'est dit, pour voir si on arrive à vraiment avoir une logique au niveau de la structure de nos annonces. Ici, à droite, vous avez le RSA, l'annonce RSA. Donc, bien structurer ces annonces pour maîtriser le message, faire un peu, mettre de côté un peu l'efficacité de l'annonce qui est mise en avant par Google pour voir est-ce que nous, on arrive à faire mieux. Et en fait, à gauche, c'est pas les stats de RSA. Les stats de RSA, je vais vous les partager sur les premiers tests. Mais ça, c'était un autre annonceur où on avait fait un premier test et on s'était dit, en fait, on arrive à voir avec une annonce que nous, on maîtrise sur sa construction avec le fait d'épingler certains éléments, on arrive à faire un meilleur CTR et surtout un meilleur taux de conversion. Et alors, le bonus de tout ça, c'était aussi, on arrive à faire un CPC en baisse. Donc, le CPC était assez fou. Du coup, on s'est dit, Banco, on va aussi le mettre en place chez Eurecia.
Donc, grâce à ces personas, on a construit les messages un peu sur la structure que vous voyez à droite, sur la partie solution. Donc, les mots-clés, etc., qui soient bien présents dans les annonces, les principes d'influence, émotion, précision dans la partie titre 2. Tout ce qui est call to action, action et gain. Donc, quel est le gain pour l'utilisateur et l'action qu'ils doivent réaliser. Et la description, est-ce qu'elle est orientée fonctionnalité ou avantage. Donc, essayer de mixer tous ces éléments-là, de les structurer et ensuite de voir les performances. Donc, après un premier déploiement, on avait vu un gain. Alors, c'était pas aussi… c'était un gain de… on était aussi autour de 3%, autour du gain de CTR. Et ensuite, sur la partie CPC, on était aussi en baisse, au niveau de 15%, 15-20%. Et après, on avait fait un gain autour de 20% pour la partie taux de conversion. Donc, ce qui je vois, s'approche du test qu'on avait fait en premier. Donc, ensuite, on a déployé sur l'ensemble des thématiques. Et après, sur l'ensemble des thématiques, forcément, il n'y avait pas, à chaque fois, ce n'était pas gagnant non plus. Donc, on avait sur 18 thématiques qu'on avait déployées, il y en avait 9 qui étaient avec des meilleurs résultats en termes de taux de clic et de taux de conversion qu'on a conservé justement ce template copywriting. Et sur les autres, on est revenu en arrière pour refaire des nouveaux tests ensuite. Donc, c'est vraiment essentiel, surtout sur des mots-clés où la concurrence est forte, sur la volumétrie qui reste limitée, pour essayer d'être différenciant et d'essayer d'accaparer justement ces recherches-là pour les ramener sur votre site. Ouais, je crois que j'ai tous les points sur cette partie-là. Je vais passer. Et on est sur la dernière partie. Je vous propose de faire la slide suivante sur la méthode globale. Après, l'exemple était plus pour la forme. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire. Comme ça, on déborde pas trop. Et là, on parle beaucoup d'opérationnel, de quotidien, etc. Mais c'est intégré dans son quotidien aussi le fait de prendre du recul et de préparer ce qui peut arriver dans les prochains mois ou ce qui peut prendre du temps à se mettre en place aussi et qu'il faut réfléchir dès maintenant. Sinon, on n'avance jamais, quoi. Ça. Pour arriver à avoir toujours un coup d'avance sur votre marché, dans votre stratégie, en fait, c'est un triptyque, c'est une synergie qui est assez gagnante. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. En fait, Eurecia nous apporte énormément d'éléments, la connaissance de la cible, la maîtrise du marché, son contenu, ses challenges et problématiques, son objectif et son budget, bien sûr, pour l'acquisition. Donc, en fait, il nous apporte un ensemble d'éléments qui, nous, en fait, nous nourrissent. Et on vient le croiser aussi avec ce que nous apportent les partenaires, Google, Microsoft et j'en passe, avec tous leurs comparatifs, leur insight, leur accompagnement aussi, plus ou moins, et les nouveautés, les bêtas. Donc, tout cet ensemble d'éléments, nous, après, on prend toutes ces informations. Et en fait, en agence aussi, on partage. Donc, quand on a un test qui est concluant sur un de nos clients, on ne donne pas forcément les chiffres, etc. Mais on dit, voilà l'idée du test. Et ce qui nous permet aussi de dire, j'aimerais bien faire le même test et voir ce que ça apporte, etc. Et du coup, en fait, ce n'est pas un chargé de compte ou deux qui travaillent avec vous, c'est plutôt un ensemble grâce à l'intelligence collective et le partage qu'il y a en interne. Donc, il y a un chat, etc., où tout le monde se partage des infos sur ce qui marche bien, sur des doutes, sur des choses à creuser. Est-ce que vous avez eu le même cas, vous, de votre côté, sur du B2B, des choses comme ça. Et du coup, ça apporte énormément dans la relation pour justement construire quelque chose qui marche bien. Et c'est l'intersection des trois sources, des trois acteurs qui fait que ça peut bien marcher. Et du coup, après, à nous de bien faire la stratégie avec tous ces éléments-là, de bien conseiller et de justement mettre en place des éléments comme potentiellement des scripts. La veille aussi qui est importante. Donc là, sur des prochains sujets, donc il y a le pilotage à la valeur par exemple avec Eurecia, et aussi sur des sujets peut-être un peu plus exotiques, ce qu'on avait noté, c'est qu'on essaye de peut-être faire challenger un peu plus nos messages grâce à l'IA avec l'intégration via l'API pour essayer de trouver les bons messages en fonction d'un persona qui a été fourni pour essayer de challenger tous les messages qui sont en performance faible ou jugés faibles. Donc c'est ce genre de sujet-là qui va construire peut-être une synergie encore plus gagnante, enfin une stratégie, des performances meilleures pour le futur. Voilà. Jérémy, tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là? Simplement que c'est exactement la recherche initiale d'Eurecia au moment où ils ont lancé l'appel d'offres. Exactement ce type de collaboration-là
que Eurecia cherchait et dont Eurecia avait besoin aussi pour bien évidemment aller chercher la croissance voulue. Donc voilà, donc c'est très très bien qu'on ait pu mettre ça en place et on voit que les résultats pour l'instant sont effectivement très encourageants sur 2022. Le début 2023 s'annonce aussi très bon. Donc pour l'instant, c'est une stratégie qui est effectivement gagnante de par cette synergie. Donc voilà, j'invite tous les annonceurs et toutes les agences qui travaillent avec ces annonceurs à essayer de mettre en place cette synergie-là et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Ok, bah, je voulais faire une conclusion, mais elle est super bien faite, donc j'ai pas forcément plus à rajouter. S'il y a des questions, n'hésitez pas encore. Je vais en revenir sur deux, trois comme ça après en clôture, puisque je les avais pas fait. Et juste en slide de fin, c'était ce qu'on s'était dit au début. Ceux qui ont pris une feuille, qui ont listé un petit peu les sujets. Alors d'ailleurs, voilà, on a relisté un peu tous les sujets. Et là, on a ici, en fait, il y en a d'autres, on n'a pas forcément tout présenté, on n'est pas rentré dans le détail de tout non plus. C'est à la fois volontaire et à la fois, vous voyez bien qu'en timing, c'était pas possible. Mais là, on a un résumé un peu des 12 éléments un peu indispensables, essentiels, qui ont été mis en place depuis le début de la collab et qui ont permis de faire de la croissance. Donc voilà, ça peut vous faire un bon moyen de comparaison justement avec cette checklist. Et ce qu'on vous disait, voilà, sur 12 sujets, si vous jugez qu'il y en a 10 où vous êtes bon, bah, c'est bien, bah, s'assurer que la croissance est au rendez-vous, puisque ça devrait être le cas. Si vous êtes plutôt entre 6 et 10, bah, il y a peut-être un petit peu de potentiel et on pourra en discuter pour vous aider peut-être à craquer 1, 2, 3 sujets en plus. Si par contre c'est plutôt du rouge et qu'il y en a la moitié sur lesquels vous n'avez pas encore avancé, il faut le voir de manière opportuniste, c'est une bonne nouvelle, il y a du potentiel à aller chercher de manière importante et là nous on peut proposer les audits de compte en fait pour creuser ces sujets-là et d'autres avec vous si ça vous intéresse. Je regarde s'il y a des questions. J'en ai beaucoup qui disent merci. N'hésitez pas à mettre les scoring en question si vous l'avez fait. Et j'avais deux questions pour être très transparent. Il y en avait une sur Performance Max, sur la qualité des leads. Et en fait, c'est une question que je voulais absolument qu'on traite parce que c'est un truc que personnellement j'entends tout le temps aussi en prospection. C'est quoi un peu vos retours là-dessus? Je pense que dans le lead, c'est ce que j'avais dit dans la réponse écrite. Un peu commun d'entendre quand je fais du PMAX, c'est sympa, mais souvent la qualité, c'est pas optimal. Ouais, alors effectivement, nous, c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité sur laquelle on est très regardant et on suit énormément. Honnêtement, c'est pas moins bon, clairement, sur la partie MQL. On a de très bonnes perfs sur Perfmax, sur la génération donc, de demandes commerciales. Derrière, la qualité, elle est pas moins bonne, elle est équivalente à ce qu'on peut faire sur les autres campagnes plus génériques. Donc pour nous, c'est pas du tout un sujet. Sur la partie premium, génération de premium, là pour le coup, ça peut faire l'objet d'un sujet sur la qualité. C'est un levier qui va devoir aller générer un peu plus de volume que les autres pour atteindre une qualité équivalente. Donc du coup, bah, ça fait l'objet d'optimisation via des exclusions notamment, parce qu'on sait que les optimes sur Perfmax sont assez limitées. Donc j'encourage quand même les gens qui utilisent des campagnes sur Perfmax à effectivement avoir un suivi assez précis, assez poussé, parce que ben, voilà, comme toute nouveauté, effectivement, et puis c'est du machine learning, donc du coup, faut quand même toujours faire attention à ce que Google fait. Mais en tout cas, nous, c'est clairement un levier sur lequel on aime s'appuyer et qu'on va chercher à développer parce que c'est générateur et parce que c'est plutôt qualitatif. Voilà. Lucas, tu N'hésitez veux. pas à faire un tour sur vos pages ciblées aussi pour vérifier qu'est-ce que PMax va crawler en fait, vers rediriger aussi. Parce qu'il y a des fois il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Et les emplacements aussi. Pensez à les regarder et optimiser à cette partie-là. Hyper important. Ok, après, moi, ce que j'avais répondu, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment de la routine d'optime, de la B-test. Et voilà, c'est pas parce que c'est une campagne qu'on dit full automatique, et c'est souvent, je pense, les erreurs, Bien au de se contraire. dire qu'en fait, elle va tourner, et puis elle marche ou elle marche pas. En fait, non. Au contraire, il faut la regarder beaucoup plus que les autres parce qu'on maîtrise moins. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut intervenir.
Et après, ça peut ne pas marcher à la fin, bien entendu, hein, comme comme plein d'autres campagnes. Mais voilà, les travailler, c'est essentiel comme des campagnes classiques. Et souvent, on l'oublie un petit peu. C'est souvent ce qui pêche, je dirais. Et j'avais une dernière question. Après, on pourra en arrêter là. On a pas mal débordé. On nous challengeait. Je trouve que c'est bien aussi, je pense, d'être transparent sur l'association entre le budget, le coût d'acquisition et la croissance. Et en fait, en plus, la personne, c'était Samy, répond un peu aussi dans sa question. On dit, on sait que les CRH, les prix, la concurrence a fortement explosé, donc les prix des CPC ont aussi augmenté. En grosso modo, pour faire x3 sur les leads, est-ce que c'est à coût d'acquisition équivalent? Est-ce que c'est à budget équivalent? Ou est-ce que ça a demandé aussi plus d'investissement? Non, bien évidemment, ça demande plus d'investissement. Après, le coût d'acquisition, il doit rester quand même maîtrisé. Après, forcément, on prend en compte, comme l'a dit Samy, l'évolution du marché, l'évolution des CPC. Donc, dégrader un CPA, c'est pas anormal et c'est pas dramatique. Il faut aussi s'adapter à son environnement, à son marché. Par contre, derrière, effectivement, on ne peut pas faire x3 en croissance si on n'alloue pas du budget supplémentaire. Même si l'ensemble des optimisations du compte vont faire on devrait dépenser moins ou du moins acheter moins cher. Ça va de soi qu'il faut une évolution budgétaire, bien évidemment. Il faut avoir les moyens de ses ambitions, comme on dit. Après, x3 de croissance, ça ne veut pas dire x3 de budget. Voilà, si c'est ça la réponse à la question. Et c'est ça l'enjeu aussi. Ce serait trop facile de se dire pour faire x3, il faut dépenser 3 fois plus. Ça marche pas comme ça et ça doit pas marcher comme ça. Donc, et c'est surtout pas le cas. Donc, c'est là où notre stratégie prend tout son sens et où, bah, du coup, le travail de l'agence au quotidien fonctionne et nous, voilà, et nous permet d'aller chercher justement cette croissance-là. Super, c'était exactement ce que je voulais préciser. Pour ça, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50%, on peut le faire à budget équivalent. À un moment donné, quand on fait 3, ça passe par des hausses de budget, voire des dégradations de CPA, tant que bah, la courbe n'est pas proportionnelle et qu'on arrive à générer plus et pas trop dégrader le CPA, ça reste assez logique en fait en termes de résultats. Parfait. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut apporter un dernier élément, sinon je pense qu'on est bon. C'est tout bon pour moi. Merci en tout cas. Ouais, merci également. Et puis en espérant que, ben voilà, que notre expérience et nos petits conseils aient pu aider certains annonceurs. Mais voilà, encore une fois, le maître mot, je pense, de tout ça, c'est la transparence et la confiance envers son agence. Voilà, c'est, comme l'a dit Sylvain en introduction, l'agence doit être une annexe de la société. Et donc, voilà, ça prend tout son sens avec JV Web par rapport à notre collaboration. Bah, super. Sur ces beaux mots, merci à vous deux pour ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui vont voir le replay aussi. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, puis bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée.